On a envie de prendre de vos nouvelles parce que vous avez été très gravement blessé en intervenant. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va mieux, je me reconstruis. J'ai eu un suivi psychologique pendant plusieurs semaines. Là maintenant, j'attaque une psychothérapie aussi. Je tiens vraiment à retrouver la plénitude de mes moyens et surtout la plénitude de mon esprit. Vous arrivez à raconter ce qui s'est passé ce jour-là? J'arrive à raconter ce qui s'est passé, mais toujours avec beaucoup d'émotion, puisque le traumatisme a été violent et très grave. Il y a cette scène qui se déroule devant vous, cet homme qui Oui. met le feu à son sac à dos, qui va sortir un couteau, un marteau, qui va s'en prendre à des gens, notamment à une jeune femme. Vous êtes là, très vite vous appréhendez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, hein. De suite, j'appréhende quelque chose de j'ai une appréhension dès que je vois le sac en haut de l'escalator. On nous ressasse les messages, à bon escient naturellement, comme quoi il faut toujours se méfier quand il y a un sac. Je vois le sac en haut des escalators et je me dis, là, il se passe quelque chose d'anormal. Alors que dans votre tête, c'est les vacances, si je ne me C'est les trompe pas, vacances, partez au ski, c'est ça? je pars au ski, je vais rejoindre un ami de plus de 30 ans avec qui j'avais commencé ma carrière professionnelle. Et là, c'est difficile. C'est difficile. J'entends crier, j'entends une dame crier. Je sais que je dois faire quelque chose. J'ai toujours dit, il était hors de question que je fuis. Je précise aussi que je ne suis pas la seule personne qui soit intervenue, puisqu'il y avait d'autres personnes qui certainement allaient prendre leur train. Mais il fallait faire quelque chose parce que j'ai senti aussi tout de suite que l'agresseur était venu pour faire du mal et pour tuer, armé de son couteau et d'un marteau. Vous avez un courage qui impressionne parce qu'effectivement, il y a quelqu'un avant vous qui va essayer de faire tomber, qui va réussir à faire tomber cet individu. Et vous, là, à ce moment-là, vous décidez de vous jeter sur lui pour l'interpeller. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? En fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est que dès que je vois la personne tomber, que je vois aussi la personne qui a fait tomber, qui se trouve à côté de l'assaillant, et que je vois l'assaillant qui est en train de se relever, je me dis, là, c'est le moment d'intervenir, puisqu'il n'y aura pas d'autre occasion. Et en une fraction de seconde, je saute sur la victime. Naturellement, il s'ensuit, je vais appeler ça une bagarre, mais c'est beaucoup plus violent qu'une bagarre, puisque moi, je pars au ski, je suis tranquille, je ne suis nullement expert d'art martial. Je, je, je sais que la victime est armée d'un marteau et d'un couteau. Je sais que ça va être très, très risqué pour moi. Et la victime cherche à tuer, puisqu'elle m'assène plusieurs coups de couteau. Mes vêtements sont percés au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, au niveau du coude. J'ai eu une plaie au niveau du coude. Et l'un des coups de couteau va me frapper dans le cou. Vous l'appelez la victime, mais c'est bien l'assaillant qui C'est vous l'assaillant. porte C'est des l'assaillant coups qui de me couteau. porte des coups de couteau, pardon. La victime, C'est vous. c'est moi. Même si certains me qualifient comme héros, ce que je peux entendre, avant tout, je reste la victime. Quand vous agissez, vous pensez à ce qui peut se passer, c'est-à-dire que vous mettez votre vie en danger? Ma principale motivation, c'est qui est de sauver des vies, efface le danger. Je ne pense pas à mettre ma vie en danger. C'est plus après coup que j'ai réalisé que ma vie était réellement en danger. Et même quand je me suis aperçu que j'ai été blessé, j'ai eu tendance à minimiser les blessures. Vous vous en êtes rendu compte parce que vous avez un coup extrêmement violent qui vous est porté au cou avec ce couteau qui aurait pu trancher vos artères, qui aurait pu être fatal. Vous vous en rendez compte ou pas? Je m'en rends naturellement compte, surtout que j'ai échangé encore avec le chirurgien dernièrement. Et il m'a dit que dans mon malheur, j'avais eu une chance inouïe puisque la lame de couteau était passée enfin très proche, je ne suis pas biologiste, vous comprendrez, très proche de la Ouais. carotide, de la veine jugulaire et des deux nerfs qui sont directement reliés avec la langue. Qui aurait été fatal, Là, j'ai probablement. frôlé la mort, j'ai frôlé la mort. Et ça me provoque toujours des émotions violentes, le fait d'avoir frôlé la mort. Même si je m'en suis sorti, on pourrait croire que je pourrais être animé d'émotions positives, mais non, ce n'est pas le cas. C'est évidemment un traumatisme très fort, maître, que votre client a vécu. Un acte, est-ce qu'il a été reconnu, cet acte?
Alors, il a été reconnu, il a même été revendiqué comme étant un acte sous-tendu par des motivations politiques et idéologiques. Raison pour laquelle il est effectivement surprenant et questionnant que cet acte n'ait pas donné lieu à une saisine du parquet national antiterroriste. Et je me réfère à un article du Code pénal, l'article 421.1, qui dit que les actes terroristes sont des actes intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Qu'est-ce que c'est d'autre que cet acte commis à la gare de Lyon? Et on était à Marseille tout à l'heure, et ça me fait penser à cet attentat de la gare de Marseille-Saint-Charles en 2017, où un assaillant avait attaqué 3 personnes et tué 3 personnes au couteau. Où est la différence? Je pose la question. Où est la différence? Ça avait été qualifié de terroriste. Vous demandez aujourd'hui au parquet national antiterroriste de se saisir de ce dossier? Alors, l'enjeu est conséquent parce que ce ne sont évidemment pas les mêmes moyens d'action, ce ne sont pas les mêmes magistrats, ce sont des magistrats spécialisés. Il y a des enjeux sur le régime de la détention provisoire. Les mises en examen en matière de terrorisme sont évaluées pour leur dangerosité et leur radicalisation, pour réfléchir à les placer en quartier spécialisé. Il y a également des conséquences sur la formation de la cour d'assises, puisque c'est dans ces cas-là une cour d'assises spéciale qui est saisie avec des magistrats professionnels et pas un jury populaire. Il y a des conséquences sur la peine, évidemment, sur le quantum de la peine, et puis aussi sur le suivi de la peine. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. C'est important de donner leur juste valeur aux choses si on veut s'assurer que l'État et les Français puissent être protégés. Parce que là, on est face à quoi? On est face à une attaque sur le sol français, contre des Français, avec des motivations politiques. Quand vous agissez, j'imagine qu'on ne pense pas à tout ça, évidemment. On pense à quoi? D'abord, sauver la vie des gens qui sont là? On pense d'abord à sauver la vie des gens. Et je me suis dit aussi, ça va être un acte qui va desservir l'Afrique. C'est une des premières questions qui a traversé mon esprit. Mais avant tout, la question qui m'a polarisé, c'était de sauver la vie des gens. Vous savez, l'espace où l'attaque s'est produite, c'est pas immense, c'est pas un gymnase. Donc, quand je suis arrivé en haut des escalators, la personne qui criait, la dame qui criait, elle était très proche de moi. L'assaillant était très, très proche de moi. Donc, ça s'est passé très, très rapidement. Très, très rapidement. Et c'est comme si j'avais un instinct au fond de moi-même qui m'a poussé à intervenir sans réfléchir. Vous avez dans votre vie privée des engagements, des prédispositions, entre guillemets, à agir dans le genre de situation de stress total? J'ai toujours soutenu mes amis. Toujours. Et j'ai toujours eu des amis, un cercle d'amis très très fort. J'ai eu des valeurs fortes qui m'ont été inculquées dans ma vie professionnelle. J'ai eu des valeurs fortes qui m'ont été inculquées dans ma vie d'adolescent, d'enfant. Je suis, c'est peut-être anecdotique de dire ça, mais je suis allé chanter au monument aux morts. Et je crois que toutes ces valeurs-là se sont exprimées dans la réaction que j'ai eue le 3 février. Est-ce que vous avez gardé des liens avec les personnes qui ont été victimes aussi ce jour-là? Non, j'ai eu aucun lien, j'ai eu aucun contact avec les personnes qui ont été victimes ce jour-là. Est-ce qu'on vous a correctement accompagné? Parce que vous avez sauvé la vie d'autres personnes. Est-ce qu'on vous a correctement accompagné derrière pour vous aider face au traumatisme que vous avez vécu? Il y a des améliorations à produire. Il y a des améliorations à produire. J'ai eu des documents qui m'ont été remis quand je suis sorti de l'hôpital. Je n'ai pas eu de suivi psychologique directement à l'hôpital et ça, je le déplore. Après, il a fallu que je me débrouille avec le maire de ma ville qui a œuvré dans mon sens et qui a été aussi très, très impliqué. Donc après, une psychologue m'a rappelé. J'ai eu un suivi psychologique. J'ai été décoré. Mais dans les 15 premiers jours, j'ai eu un appel de l'État français suite à l'intervention que j'avais faite dans l'une de vos émissions. Après, je n'ai plus rien eu. J'ai aussi eu la SNCF qui s'est manifestée dans les 15 premiers jours. J'ai reçu une décoration, un texte formel, formalisé,
dans lequel on ne me demande pas si je vais bien. Et ça m'a aussi profondément touché. Ce que vous racontez est évidemment très dur, maître. Ça veut dire qu'on a du mal aujourd'hui à avoir les bons processus pour accompagner des gens qui ont donné leur vie, entre guillemets, ou en tout cas qui ont failli donner leur vie pour sauver d'autres. Oui, et malheureusement, je crains que ça participe d'une forme de banalisation de ce type d'acte. Évidemment, il aurait dû avoir une prise en charge particulière pour ces victimes. Il le dit, il a frôlé la mort dans un lieu public, alors qu'il allait prendre son train pour partir au ski. Il a senti qu'il était en train de sauver des gens de quelque chose de très grave. Qu'est-ce qui se serait passé si mon client n'était pas intervenu? Mais qu'est-ce qui se serait passé face à cette personne animée d'une intention de tuer, armée d'un marteau et d'un couteau, qui ne s'arrêtait pas? Et évidemment, il y aurait eu besoin d'un soutien psychologique particulier, qu'il soit immédiatement mis au contact d'une cellule psychologique formée à ce type de vécu, qui, encore une fois, n'est pas un vécu ordinaire et ne doit pas être considéré comme un vécu ordinaire. Et aujourd'hui, le fait que mon client soit dans cette procédure en tant que victime et partie civile, maintenant, dans cette procédure d'instruction, mais en tant que victime de violences aggravées, et non de tentative d'assassinat, est une aberration. Et encore une fois, le signe d'une banalisation. Ce que vous attendez du procès, alors on verra où il a lieu, si c'est repris par le parquet national antiterroriste ou si ça poursuit sa voie judiciaire actuelle. Vous attendez réparation, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, réparation, quand on a vécu ce que vous avez vécu? Alors, la réparation financière n'est évidemment jamais à la hauteur du préjudice que peut avoir subi la victime. Et a fortiori, une victime comme mon client, qui, encore une fois, a frôlé la mort et a vécu quelque chose de terrifiant. Il y a un avant et un après dans sa vie. Ce n'est pas une indemnisation financière qui va compenser tout ça. Mais le procès, c'est aussi un moment qui aide à la réparation en soi. Il y a une vertu thérapeutique aussi du procès. Et mon rôle est d'accompagner ce héros victime au mieux dans cette procédure. Et même s'il vous dit aujourd'hui « je ne suis pas un héros, je suis avant tout une victime », je pense qu'il ne faut pas oublier dans cette entreprise de banalisation que j'évoque que sans lui, on ne sait pas ce qui se serait passé et qu'il a eu un courage hors du commun. Christophe, votre vie d'après, elle ressemble à quoi? Elle est bouleversée, elle a changé? Elle est chamboulée. Elle est chamboulée, car naturellement, les pensées tournent en rond dans ma tête. Ça a modifié ma vie. Certaines activités en ont été directement impactées. Certaines relations en ont été directement impactées aussi. Les sorties entre amis sont devenues difficiles. Je vais plus, par exemple, j'étais invité au Salon de l'Agriculture, j'ai préféré ne pas y aller. Les sorties au parc, je préfère ne plus y aller parce que je me sens oppressé par la foule et puis je redoute une éventuelle attaque, quoi. Vous comprenez, de prendre le train, pour moi, la gare de Lyon n'a plus la même saveur. Ce n'est plus synonyme de vacances et d'évasion, c'est synonyme d'attaque, de traumatisme. Donc oui, ma vie a changé, mais je garde encore beaucoup d'amis qui me soutiennent. J'ai eu beaucoup aussi de soutien de la part de mes anciens collègues. Et ça, c'est très réconfortant. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau du Live BFM. On vous souhaite bon courage pour la suite. Et merci beaucoup. Merci d'avoir raconté cette histoire qui a permis de comprendre l'acte héroïque que vous avez eu ce jour-là, cette réaction qui a permis de sauver la vie d'autres personnes. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Live. Merci, maître.